Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là en foule, c'est très agréable. Nous recevons ce soir, et nous en sommes très heureux, Laurine Roux pour la deuxième fois à la Carline, pour son 5e roman aux éditions du Sonneur, un roman qui s'appelle « 3 fois la colère », qui sera l'objet de la rencontre de ce soir. On va essayer de le décortiquer, mais pas trop. On va en parler beaucoup et on a la chance d'avoir avec nous Valérie Millet, qui est l'éditrice des éditions du Sonneur. L'éditrice de Laurine Roux, c'est un métier éditrice qu'on aime beaucoup mettre à l'honneur. C'est un maillon de la chaîne du livre qui, s'il est efficace, est discret. Et on le voit surtout quand il est mauvais, on le voit très peu aux éditions du Sonneur. Mais je pense que ta présence nous fait beaucoup plaisir. Ça va enrichir l'échange de ce soir autour de ce texte, sur ce travail qui est un travail de couture vraiment très important. On a la chance aussi... Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à remercier Sandrine Duvillier, qui est aux éditions du Sonneur, qui sert à faire que ces rencontres sont possibles, à faire également que les livres soient entre de bonnes mains, entre l'éditeur et le libraire, pour qu'enfin il arrive jusqu'à vous. Merci aussi à Hélène d'être là pour finir sur la chaîne du livre, qui est le maillon représentant, qui amène l'enthousiasme jusqu'en librairie également. C'est très important. Donc, merci à toutes les deux d'être là. Merci à vous, on est ravis. Enfin, moi je suis ravie, pardon, je vais parler à mon nom d'abord. Moi aussi, évidemment. Alors, 3 fois la colère est un grand roman. C'est un roman de rage, c'est un roman de révolte, c'est un roman... Salut Marcus. Bonsoir. C'est un roman d'amour, c'est un roman de nature, c'est un roman sur le chant, sur la puissance réparatrice de la nature, de la littérature, la violence du pouvoir, du patriarcat. C'est un roman féministe, c'est un roman sur la vie, c'est un roman de Laurine Roux. Bref. Non, c'est un roman que c'est toujours... je vais devoir le décortiquer en des motifs que je vais rendre un peu distincts, alors que vraiment, dans ce roman, c'est cousu, c'est une succession de courts chapitres qui vont vraiment s'enchevêtrer, et les motifs se répètent, se répondent. C'est pour ça que ça va être très intéressant d'en discuter ce soir. Si je peux le résumer, c'est un roman... tu veux le résumer? Ouais. Pour faire simple, je dirais que c'est un roman où on va essayer de savoir pourquoi Miyu, ça c'est à la première page, pourquoi Miyu, cette jeune femme, se trimballe avec la tête de son grand-père dans un sac. C'est un roman qui se passe au Moyen-Âge, c'est un roman qui est l'histoire d'une vengeance sur plusieurs générations. D'abord, j'aimerais savoir, avant de rentrer peut-être dans ce sac, ou pourquoi on en est arrivé là, pourquoi avoir choisi le Moyen-Âge, ou est-ce que tu peux nous dire si tu as une image qui est la première image de ce roman, quelle est-elle, et pourquoi ce Moyen-Âge? Qu'est-ce qu'il te permet de dire? Alors, le Moyen-Âge, je ne sais pas exactement pourquoi il est arrivé comme ça dans mon imaginaire et pourquoi il s'est enraciné si profond en moi. J'ai quelques hypothèses.
Mais ça reste des hypothèses en fait, parce que le moment où un roman naît dans l'esprit de quelqu'un qui va écrire une histoire, il reste assez souterrain, mystérieux. Enfin, on ne sait pas trop dater quand ça commence, quoi. Enfin, cette question-là, elle reste très opaque, et tant mieux en fait, parce que ce qui fait qu'il n'y a pas de recette. On ne sait pas, parfois ça commence certainement et puis ça s'arrête sans qu'on s'en rende compte. Et là, je crois que la première chose, c'est que tous les matins, je descends avec ma petite panda sur des routes de montagne pour amener mes enfants à l'école et au collège. Et je descends vers le village de Talar, où il y a une colline, en haut de laquelle il y a un château, avec une partie qui a été érigée, qui est en ruine, qui date du Moyen-Âge. Et je pense que ces pierres qui, depuis longtemps, en fait, déposent en moi des bribes de récits. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais que le château a pris feu, qu'il y a eu des occupants, il y a eu une sorte de malédiction qui plane. Enfin, ces pierres-là sont jamais les mêmes. Il y a toujours une sorte de couleur différente chaque jour, chaque matin. Et je crois que ça a ensemencé euh, déjà quelque chose. Et que ça, en tout cas, il y a ça. La deuxième chose, c'est beaucoup plus prosaïque, c'est beaucoup moins poétique, c'est que j'écrivais un roman sur Marseille, qui se passait à Marseille, au moment où j'ai commencé à écrire ce texte-là. Et je pensais vraiment que j'allais écrire ce roman sur Marseille. Et j'avais vraiment de bonnes raisons d'écrire ce roman sur Marseille. Et en parallèle, je regardais, d'une manière très, très banale, je regardais Game of Thrones. Et j'aimais beaucoup. J'étais vraiment très, très attrapée par la série. Et ça s'est arrêté, parce que les séries s'arrêtent. Et j'étais vraiment très frustrée. J'avais pas du tout envie que ça s'arrête. Et je me suis dit, tiens, ben écoute, écris quelque chose qui peut-être soit te permettre de poursuivre quelque chose avec la même patine que. Enfin, en tout cas, ce qui me plaisait, moi, dans la chair qui me plaisait dans Game of Thrones. Et puis il y avait aussi, et je pense que là, la substance même du roman, elle est davantage là. Ça, c'est les petits trucs annexes, les petits affluents annexes. Et le plus gros affluent, c'était ma colère. 3 fois la colère, 10 fois la colère, 50 fois la colère, qui m'attrapait avec tous les jours ce qui se passait, les injustices sociales, les guerres, les massacres, les génocides, enfin tout ce qu'on se prend en permanence du flux du monde comme il va mal. Et ça me percutait tellement que ça m'abîmait. Et quand ça m'abîme, il faut que je me répare. Et j'avais besoin de réparation. Et je crois que ça a commencé réellement comme ça. C'est avec ces 3 ingrédients qui, bout à bout, ont fait que, en tout cas, un jour, j'ai écrit la première page, qui est la première page de ce roman. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser cette première page-là toute seule sans la continuer. Enfin, elle a besoin de moi là pour exister. Et j'ai complètement lâché, abandonné, largué le roman sur Marseille, qui, je pense, va quand même ressurgir, enfin, tel le phénix de ses cendres. Il va, enfin, je ne l'ai pas abandonné en vérité. Je pense que c'était pas le moment. Et donc voilà, je crois que c'est comme ça que le Moyen-Âge est arrivé dans mes mains, qui ne suis pas du tout médiéviste. Je crois que bah voilà, je sais à peu près comme tout le monde deux, trois bricoles sur le Moyen-Âge. J'avais regardé Le Nom de la Rose qui m'avait marqué, j'avais lu deux, trois fabliaux, enfin des choses comme ça, mais sans plus. Et je me suis sentie quand même très, 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 comment dire, en situation un peu périlleuse, quoi, de devoir m'emparer de cette matière-là qui est si éloignée et souvent matière à beaucoup de fantasmes de notre part. Le Moyen-Âge est une période qui est très contrastée, où il y a beaucoup de lumière aussi, beaucoup de. Enfin, les femmes, par exemple, pouvaient être seigneuresses, ça posait pas de problème. Elles étaient autrices aussi, ça posait pas de problème. Et donc, je me suis retrouvée face à ouais, un morceau, un pan de l'histoire dont il fallait que je m'empare et qui me faisait un petit peu peur, et j'aime bien avoir peur. Et ça n'en fait pas un roman historique. Je tiens à le préciser. En tout cas, moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai lu. Et ce Moyen Âge, fantasmé, mais en même temps ancré, te permet de parler de religion. Ouais. Ça me paraît un motif vraiment lié à ce Moyen Âge, puisque
une partie va se passer, on va dire, sur les traces des Vaudois. Et il y a vraiment une dualité entre l'Église, qui est très contente des fruits des croisades, parce que ça se passe à cette période-là, et la foi simple d'un personnage qui s'appelle Pietro, par exemple, qui lui est franciscain mineur, dénuement. Il y a beaucoup de gens démunis dans la foi, pourchassés par l'opulence de l'Église. Et ça, ce motif-là, il vient justement de cette colère-là. Ça vient à un moment donné. Il vient d'une famille quand même très marquée par l'anticléricalisme. Là, je peux pas nier le fait que j'ai un ancrage familial extrêmement laïque, et plus que ça. Moi, quand j'étais petite, pour tout vous dire, on m'apprenait à faire le bruit du corbeau quand je passais devant une église. Hein. Donc, vous voyez d'où je viens, quoi. Enfin, c'est ouais, un terreau anarchiste costaud. Ouais. Mais, malgré tout, et plusieurs fois dans le parcours de ma famille et des miens et de ma vie à moi, on m'a dit « mais t'es quand même vraiment plus chrétienne que beaucoup de cathos Ouais. ». Et ça me chagrinait un petit peu au début. Je me dis, bah non, pas du tout. J'avais l'impression de trahir ma famille, quoi. Enfin, et un jour, mon psychanalyste, parce que j'ai fait une psychanalyse à Marseille il y a quelques années, et m'a dit, mais vous êtes contre, tout contre. Et je me suis dit, mais oui, certes, quand on s'oppose aussi à des idées, on peut avoir le meilleur qui s'imprègne en soi aussi, de la bonté, la générosité, la solidarité, la fraternité, toutes ces choses-là qu'on peut laïciser, qui sont des valeurs humaines qui peuvent être déreligiosées, enfin, je sais pas comment dire, vidées de leur, laïcisées, enfin, vidées de leur caractère. Et je ne suis pas dénuée, je me rends compte plus je vieillis, d'une forme de spiritualité, probablement liée à une vision un peu... alors certains diraient panthéiste de la nature, mais moi j'enlève Dieu, quoi. Je vois le truc un peu Démocrite, enfin, voilà, des atomes qui se partagent comme ça dans le grand tout. Peut-être un petit peu plus hindouiste, voilà, mais avec voilà, pas de notion de réincarnation, tout ça. Et donc j'aime bien les personnages de religieux qui cherchent et qui doutent. Voilà, la question du doute, en fait, souvent on m'avait appris que les gens qui croyaient en Dieu ne doutaient pas, étaient pleins de certitudes, et en fait je me suis rendu compte en côtoyant beaucoup que c'était pas vrai. Que c'était, enfin moi je me rappelle d'une prof à la fac, je sais pas si Valérie qui est là l'a connue, Madame Bosetto, qui disait, mais je lui ai demandé ce que c'était d'avoir la foi, parce que c'est une femme qui avait la foi, et je lui ai demandé, ça me paraissait vraiment très curieux, j'avais envie de savoir. Et elle me disait, bah, c'est comme l'autoroute entre Nice et je sais plus quelle ville, elle me dit Vintimille ou Turin, je sais plus. Elle me dit, c'est des tunnels, des tunnels, des tunnels, des tunnels. Et ça m'a marqué ces questionnements-là. Et je pense que dans mes textes, quand il y a des choses que je ne comprends pas, je les traverse aussi par des histoires. Et ce qui fait que souvent, il y a une forme d'opacité, de complexité, parce que je ne suis pas tranchée. Voilà, j'aime pas être tranchée. Et il y a des personnages un peu complexes, et je ne les juge pas. Je ne veux pas du tout prendre la position de l'auteur-procureur, qui serait là pour donner raison à un tel, une telle. Ça m'intéresse pas du tout, ça. Donc, ils existent, je les regarde, je les accompagne pour qu'ils existent, et puis ils font bien ce qu'ils veulent, en fait. Et de temps en temps, ils prennent des décisions, malgré moi, ça m'arrange pas d'un point de vue narratif. Je me dis, ah, merde, c'est quand même pas pratique, là, ça. Mais en fait, ils vont vers là, quoi. Enfin, et ça, c'est vraiment le grand plaisir de l'écriture. Il y a peut-être un personnage qui échappe à cette dualité, cette complexité. Et peut-être j'aimerais bien entendre Valérie sur ce personnage. Comment tu as réagi quand tu as lu le personnage d'Hugon, qui est justement un personnage dénué de complexité. Enfin, en tout cas, il n'a pas de lumière. Pour moi, je n'en ai vu aucune. Aucune. Ténèbres. Tu peux nous raconter, Hugon ?
Mais Hugon, c'est une... Laurine vous en parlera mieux que moi, mais c'est un peu une figure de l'ogre, qui est une figure qui a été présente dans certains des romans de Laurine, Le Sanctuaire notamment, L'autre moitié du monde. Et Laurine, je pense, parce qu'on en a beaucoup discuté, mais on a sans doute fini avec ce type de personnage. C'était son grand cycle autour de... Et c'est vrai qu'entre le père du sanctuaire, Carlos, oui, dans l'autre moitié du monde, et Hugon ici, on a des traits communs qui sont des traits qui permettent à Laurine justement de mettre en avant et en lumière les autres personnages de ses romans qui, eux, sont plus complexes, sont plus tranchés, sont plus sensibles. Et cette espèce de cristallisation de choses qui ont existé, de violence effroyable masculine, de domination masculine, lui permettent de tisser autour, dans ces 3 romans où la figure de l'ogre est prégnante, une subtilité que ces hommes-là n'incarnent aucunement et n'ont pas à incarner d'une certaine façon. Et Dieu merci qu'ils ne l'incarnent pas. Et en fait, Laurine m'a envoyé les 50 ou 60 premières pages avant de continuer pour qu'on en discute. Voilà. Et Hugon apparaît très rapidement et je me suis dit, tiens, on retrouve ce même type d'homme, mais où va-t-elle cette fois-ci nous mener? Et elle nous mène encore plus loin, ailleurs, encore une fois, puisque vous verrez, pour ceux qui ont eu la chance de lire ses précédents romans, on est encore une fois complètement ailleurs, tout en reconnaissant Laurine dans ses nécessités face à l'écriture. Et ce Hugon qui est vraiment le mal incarné, donc qui est le seigneur du château de Bure, est le mal originel qui maudit la lignée à laquelle on va s'attacher dans ton roman. Au début de cette lignée, on va parler d'un personnage qui rejoint ce que tu disais sur la spiritualité, une forme de panthéisme, c'est Gala. Et on ne peut pas ne pas évoquer, quand on évoque Gala, le bois où elle habite, qu'elle ne quitte pas, qui est presque pas Bénévent. Est-ce que tu peux nous parler de ce bois et de oui. Tout ce que tu y mets, enfin peut-être pas tout, mais moi j'y vois beaucoup. Si, Bénévent pour moi c'est un refuge avant tout, c'est un bois qui est maudit, mais cette malédiction est presque une bénédiction parce que ça lui permet de vivre recluse et heureuse dans un sens, enfin en tout cas c'est un bois dans lequel il y a eu un bûcheron qui a éclairci tous les surgeons, le lacis des branches et qui en a fait un lieu traversable à une époque. Sauf qu'il a été accusé, voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, et qu'il meurt, qu'on le tue. Et depuis, la forêt grossit, enfle, comme si elle était animée d'une force propre. Et Gala, qui est la fille de ce Joseph Piot, décide de vivre là parce qu'elle le jour de la mort de son père, elle décide elle décide de croire que la justice des hommes ne vaut pas celle de la forêt. Et ce que ça représente pour moi, c'est très intime, je crois. La forêt me semble un lieu très habitable, très désirable. Je m'y sens bien. Moi, j'habite au milieu des arbres. C'est peut-être le seul endroit où je me sens véritablement en sécurité. C'est là où j'ai envie d'élever mes enfants, c'est là où mes enfants grandissent, c'est là où on côtoie des animaux sauvages au quotidien. Et c'était une forme d'aboutissement que d'habiter la maison que nous habitons, qui est dans cet écrin vert. Et je crois que c'est une manière pour moi de chanter ce lien primordial au vivant. Je veux dire ça plus que le mot nature.
que cette forêt-là, que de la chanter là, c'est un avatar de ce qui m'habite et ce qui m'entoure, que cette forêt Bénévent, mais qui était présente aussi dans Une immense sensation de calme, dans les grandes forêts du Grand Est. C'est aussi un avatar, le delta de l'Èbre, tel que je me le suis imaginé dans L'autre moitié du monde, c'est un avatar de ce grand vivant, ce grand tout. Et je crois que ça va encore plus loin. Ce que ça représente, c'est l'endroit où on peut se disperser une fois qu'on est mort, et c'est pas grave. C'est une forme de lieu de vie, d'apparition, de passage. Voilà, c'est un lieu de passage qui me console beaucoup de ma finitude. Dans cet espace du roman, de ce roman, j'essaye de pas trop en dire. Hein, je crois que j'ai dit déjà un petit peu beaucoup. En le disant, je me disais, tu divulgages un petit peu là. Mais c'est vraiment un endroit, c'est le tout début. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment un endroit où à beaucoup d'endroits se réparent des destins, se réparent des relations. Mais ce texte-là, souvent on le présente comme un texte sur une vengeance, mais moi je crois que c'est davantage un texte sur une réparation. Ouais, complètement. Et que sur la justice. Et le thème qui m'a animé le plus profondément, c'était face à toutes les indignations que je peux encaisser, mais comme on encaisse tous, hein, je crois, quand il suffit d'allumer la radio, d'écouter les nouvelles pour être absolument abattu. Enfin, alors il y a plein de manières de faire front face à ça. On peut s'engager, on peut être prof en essayant de transmettre des choses, de l'esprit critique, enfin des armes pour puis des pistes vers des possibles un peu plus désirables. Et moi j'écris en fait. Moi c'est vraiment, je fais un petit peu aussi de ce que j'ai dit avant, mais c'est vraiment l'écriture qui est mon mode de... Comment dire, de métabolisation de la violence. Et c'est nécessaire parce que sinon je crois que j'exploserais. Je pourrais pas vivre sans l'écriture en fait, je crois. Vraiment, ça devient très, très net maintenant. Ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment moi je fais un parallèle entre ce bois de Bénévent, la notion de refuge et de réparation dont tu parles, et la façon dont tu as construit ce roman aussi de manière... Là aussi, j'en dirais pas beaucoup parce que c'est vraiment un texte qui fonctionne en miroir et presque qui se clôt sur lui-même, comme justement ce refuge de la forêt. Et je trouve qu'il y a une adéquation entre la forme du roman et le propos. Est-ce que c'est conscient ou du tout. Je reçois et je dis merci. Parce que vraiment, je ne l'avais pas du tout vu comme ça, mais moi je le voyais comme un arbre. Le titre des parties d'ailleurs, ça part des racines et puis ça va jusqu'aux branches. Mais tu as raison. Non, c'est très juste. Ouais. Et cette notion de chant aussi, que je trouve très... qui traverse vraiment, je trouve, ce roman-là, de l'appel. On peut parler de ces 3 enfants qui naissent de Gala et qui sont disséminés dans le royaume et qu'on va suivre séparément, etc. Et c'est ces lignées qui sont disséminées. Et ce cœur palpitant de la forêt, tout le temps, à des moments, les appelle. Et ça, c'est un motif qui est très beau. Justement, dans cette violence qui est partout dans ce roman, il y a par moments ces appels, ces souffles. C'est très beau. Mais je crois moi, j'ai la sensation de m'être reconnue dans certains lieux. Enfin, en tout cas, comme si ces lieux-là... Et comme s'il y avait une adéquation avec ces lieux-là. Ça m'est arrivé à quelques moments dans ma vie d'éprouver ce que Romain Rolland appelle dans sa correspondance avec Freud des sentiments océaniques. Et ça peut être dans divers endroits très, très, très particuliers. Marseille, par exemple, c'est une ville dans laquelle moi, je me suis sentie pleinement moi et appelée par ses turbulences, par son exubérance, par... Et la forêt est un lieu, moi, qui m'appelait, comme s'il y avait un magnétisme qui faisait que, de toute manière, indissociablement, mais enfin, j'y suis née, j'ai grandi, et je sentais bien que telle l'anguille,
Et j'y retournerai. Je ne pouvais pas faire autrement. Et je crois que j'injecte dans mes personnages et dans mes textes quelque chose de ce que je vous disais au début, hein, intime, de fait, mais sans m'en rendre compte. J'y pense pas, mais ce qui fait que sans être du tout des autobiographies, il y a toute une matière qui vient de ma chair, je sais pas comment dire ça autrement, de mon histoire, ouais, parce que j'aime chanter, mais au sens lyrique du terme aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi, de célébrer ce que je trouve beau, les gens que j'aime aussi, que je dissémine dans le roman à toutes les sauces, enfin il y a des mélanges de plein de choses, par exemple, c'est complètement anecdotique et puis vous allez complètement vous en moquer, vous, mais pour moi c'est très important. Joseph Piot, qui est un des personnages, le bûcheron du début dont je vous parlais, Joseph Piot a existé, c'était mon arrière-grand-père. Mais il n'était pas bûcheron, c'était un pauvre soldat qui est mort pendant la guerre de la Première Guerre mondiale, il est mort à Fourmies, à côté de Verdun. Et je l'ai glissé là, c'est vraiment juste un clin d'œil, essentiellement pour ma mère d'ailleurs. Et ça pas de... Ça, pour le lecteur, ça n'a aucune incidence. Mais moi, ça me permet de raconter aussi des choses de ma lignée à moi, sans passer par l'autobiographie, qui est une matière que je trouve inflammable, qui m'intéresse, qui de temps en temps m'appelle, mais qui me fait un petit peu peur. Donc je sais que le roman est comme la forêt, c'est un rempart. C'est quelque chose de très... Et c'est une forme tellement généreuse, le roman aussi, on peut tout se permettre, c'est quelque chose que je... Et ce Joseph, même si tu penses que... tu dis qu'on s'en fiche, moi c'est un personnage qui m'a marqué, et je pense que tu y insuffles de la force par ce lien-là que tu as avec lui. C'est le seul personnage pour moi qui a réussi à avoir un rôle apaisé par rapport à... entre la violence des hommes et la violence de la nature, parce qu'elle est aussi violente, cette nature. Tout à fait, oui, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui a réussi à concilier ces deux, peut-être ces deux violences avec des gestes doux, avoir un rôle apaisé. C'est peut-être le seul, c'est le Tom Bombadil du Seigneur des Anneaux. C'est génial, j'adore, oui, c'est ça. Il y a Manchiel aussi, qui est une des sœurs parmi les triplés, qui est une idiote céleste que j'aime beaucoup, qui est un personnage que j'aime énormément. Mais oui, alors ce que tu disais, je pense qu'il existe aussi parce qu'il existait pour moi effectivement avec ce que je savais de cet ancêtre. Et j'écris beaucoup avec mes émotions. Il faut que je ressente des choses quand j'écris, il faut que je vibre, il faut que il m'arrive de pleurer, rarement, mais il m'arrive de pleurer en écrivant en me disant t'as pas le droit de leur faire ça. Et il faut que je déteste aussi. Hugon, Dieu sait que j'ai aimé le détester, que j'ai aimé le haïr. Et j'aime les personnages de salopards pour ça. Parce que c'est comme les archétypes dans le conte, quoi. Enfin, c'est Barbe Bleue. Pourquoi on continue à lire Barbe Bleue et on continue à... Parce que c'est aussi des formes de répétition de la vie de tous les jours, où on en rencontre, enfin des versions parfois un petit peu moins archétypales, hein, mais en tout cas qui sont tout aussi nocives et toxiques. Et on peut dire que c'est un roman aussi sur la lignée et la descendance, parce que vraiment, ce mâle originel, en fait, il va irriguer toute la lignée, et cette histoire de réparation qu'on suit, elle n'est pas facile à obtenir, cette réparation. Et est-ce que tu peux nous parler du rôle que je trouve assez particulier de la prodigue ? Je vais peut-être laisser Valérie parler de la... Tu veux bien ? La prodigue est un personnage majeur et périphérique en même temps, en fait. Il a une espèce de double dimension qui insuffle. Alors je peux pas trop, c'est difficile d'en parler sans vous dévoiler trop de choses. Donc ce personnage insuffle des choses, mais reste toujours en retrait, en périphérie. D'ailleurs, elle habite en périphérie du village.
Mais c'est une espèce de point nodal autour duquel finissent par se dérouler et se dénouer certaines situations. On peut dire que c'est une accoucheuse, déjà, ça c'est son Une métier. Accoucheuse, c'est son métier et elle accouche physiologiquement et moralement pas dans le sens bien ou mal, hein, mais et dans la décision aussi de mise en action. Et elle est attachante, elle est très attachante. Oui, parce je trouve qu'elle est particulière dans le sens où en effet elle est très discrète dans le récit. Elle intervient à des moments, parce qu'il y a vraiment dans cette histoire de descendance quelque chose de très très fort qui se noue autour des naissances. Et elle, c'est peut-être le seul personnage du roman qui a tout le récit. C'est même la seule qui possède tout. Comme l'auteur. Et c'est vraiment cette accouche. Serais-tu la prodigue? Moi, je l'aime pas trop, c'est marrant que vous disiez en plus que vous l'aimez bien, que vous êtes attaché. Moi, je n'ai pas dit que je l'aimais bien, mais j'ai dit que je trouvais quand même un rôle très... moi, ça a été un personnage, je l'ai regardé en chien de faïence. Ouais. Mais tout le monde la regarde en chien de faïence, tout le monde est en dette ou elle est vraiment, elle est pernicieuse et elle possède des histoires, comme une monnaie d'échange. Mais c'est pour ça qu'elle est attachante aussi, parce qu'elle possède des histoires. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve. Et elle possède toute l'histoire. Et donc, on s'attache à elle parce qu'on sait que grâce à elle, on va en connaître plus. Donc, quand je dis attachante, c'est pas émotionnellement, c'est attachante du point de vue du récit, en fait. On sait que dès qu'elle apparaît, quelque chose va se passer. C'est marrant. Ah oui, c'est vraiment un déclencheur dans la narration radical. Il y a beaucoup de lignes narratives, mais elle est assez radicale de ce point de vue. Et puisqu'on parle du récit, comment tu as construit ce roman, ou comment vous avez construit ce roman dans l'architecture, parce que c'est peut-être trop long d'en parler, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de sueur? Ouais. Comment ça se passe? Comment on travaille cette matière? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Et il y a 125 chapitres. Court, marqué. Court, mais qu'il faut assembler quand même. Il y a 3 fils narratifs, en tout cas, il y avait 3 générations et 3 fils narratifs qu'il fallait mener de front, sans perdre le lecteur, pour qu'il sache exactement à chaque fois où on en était pour chaque fil narratif, qu'on n'oublie pas les personnages, qu'on n'oublie pas l'attachement qu'on avait à certains. Et la grosse difficulté, elle était là, au-delà de la concordance des chronologies, qui est déjà en soi une difficulté technique entre toutes les générations. Il y avait surtout ce truc de basculer d'un fil à un autre au bon moment, et en disséminant les indices qui permettaient de nourrir tous ces fils narratifs au fur et à mesure, et que le lecteur en apprenne dans un fil sur l'autre fil, et qu'il puisse avoir en tout cas l'esprit suffisamment alerté pour se dire il va falloir que je m'en souvienne pour résoudre ça. Donc il y a un côté un peu ludique, un peu comme un polar en fait. Moi je me souvenais, il y avait une libraire à Nice, de la librairie Les Parleuses, qui m'avait dit j'adorerais que tu écrives un polar. Et je crois que je l'avais gardé quand même un petit peu dans ma tête en écrivant ce texte. Et j'ai usé de procéder, parce que j'ai essayé d'écrire un polar et j'y arrivais pas. Je voulais lui faire plaisir, moi je l'aime beaucoup. Et je crois qu'il y a eu ces ressorts-là du polar, mais je sais pas, il y a une caméra donc j'ose pas dire un gros, mais j'en ai chié. C'était vraiment, techniquement, c'était dur, c'était ardu, c'était sollicitant. C'était exigeant de tout faire tenir, en plus sans s'étaler, parce que l'idée c'était de garder une sorte de nervosité dans le récit, et c'était de fait très excitant comme matière à mener, mais j'ai réfléchi. Je ne me suis pas laissée aller comme je peux le faire parfois dans certains romans qui sont plus oniriques, je pense qu'il est tout aussi poétique dans le sens où j'ai travaillé la langue, j'ai travaillé les images, mais j'ai vraiment travaillé la structure cette fois-ci, plus que d'habitude, où elle est davantage intuitive. Mais il y avait quand même quelque chose de l'ordre de la musique, et les basculements venaient d'eux-mêmes, de manière assez fluide.
Et j'ai pas fait de plan, j'ai pas fait comme certains auteurs peuvent le faire, ou alors des montages avec des pages mises affichées au mur, en basculant, en faisant des échanges, des trucs comme ça. Ça, j'ai pas fait. En général, je suis vraiment quand même une forme de fil narratif et je déroule la bobine. Une lectrice m'a fait remarquer qu'il y avait les triplés et qu'il y avait les 3 parcs aussi avec le poids du destin. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de dérouler le destin qui se dessine devant moi. Enfin, je ne sais pas exactement là où enfin, si je sais où je vais, je sais où je veux aller, exactement, dans tous mes textes. Mais je ne sais pas par quel chemin je vais y arriver. Et donc c'était un grand plaisir et en même temps une grande souffrance quand même. Parce que c'était compliqué. C'est pas un texte. Je l'ai dit souvent à Valérie. Je lui disais, je crois que c'est pas un bon texte parce que j'aime pas l'écrire. Et jusqu'à ce que ils me donnent la solution. Et alors ça, je les remercierai. Enfin, ils ont un œil au sonneur. Il y a Marc Villemain et Valérie qui travaillent sur les textes. Et tous les deux, ils ont un truc, c'est un don, je pense, qui est de voir dans... C'est un peu comme les gens qui voient le... Il y a un moustique qui m'attaque depuis tout à l'heure, je me fais manger. J'arrive pas à l'attraper. Je vais essayer. Tu vas essayer. et ils voient en fait dans une pierre brute ce qui va pouvoir faire une pierre qui brille. Et une pierre avec des facettes lumineuses. Et en l'occurrence, moi j'avais quelque chose qui faisait écran dans l'écriture de ce texte, c'était le plus que parfait. J'avais commencé ce texte plus que parfait, et c'était une décision absolument atroce, mais à laquelle je n'arrivais pas à renoncer. Et ça créait une distance, un truc avec tous ces auxiliaires à l'imparfait, là, c'était lourd comme tout. Et la première fois que je l'ai envoyé à Marc, parce que c'est lui qui reçoit en premier, puis Valérie, on travaille après 3-4 mois, ça on pourra en parler, tu pourras en parler peut-être mieux que moi. Marc, il y avait quelque chose qui le retenait face au texte et moi j'étais hyper déçue parce que j'avais l'impression qu'il aimait pas. Puis il a mis longtemps à me répondre. C'était vraiment très périlleux et déstabilisant pour moi. Jusqu'au moment où ils m'ont dit mais ton texte, je pense qu'il faut que tu l'écrives au présent. Et je me suis dit, voilà, il m'avait déjà fait le coup pour une immense sensation de calme qui était écrit au passé. Enfin, elle se cache. Parce que elle vous en a voulu, beaucoup. La première fois pour une immense sensation de calme. Ouais, j'étais très en colère. Non, la deuxième fois, je me suis dit, oh là, le boulot que ça va être. Parce que c'est compliqué quand même de changer le temps d'un texte. Ça change beaucoup de choses, ça change aussi la musique des phrases. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'incidences. Mais une chose est sûre, c'est que je leur fais confiance et je sais que quand ils me proposent quelque chose, ils ne le proposent pas au hasard. Et je me suis lancée, j'ai essayé. Et immédiatement, le texte s'est déployé. Enfin, c'était fou. Et moi, il n'y avait plus de cette distance avec les personnages. Et j'ai pris un plaisir incroyable à le retravailler, comme si je l'écrivais pour la première fois. Et juste ce petit détail du temps faisait que le texte était complètement autre. Et il y avait plus tous ces problèmes techniques, tous ces trucs qui m'avaient embarrassée. Et en fait, c'était juste des auxiliaires qui me cassaient les pieds, quoi. Enfin, Puis l'imparfait, plus que parfait. À un moment, on en a plein la bouche, quand même. Mais on n'en pouvait plus. Et surtout, il y a une chose, c'est que le texte a pris une actualité immédiate. Parce qu'avant de faire cette proposition, vous pensez bien que... Enfin, moi, je sais que j'ai pris 3-4 pages et je les ai... Puisque Laurine nous avait déjà confié. Ben voilà, révélation ce soir, et j'ai fait le test. Il fallait quand même les passer pour que ça aille plus vite. Non, mais je l'ai fait, tu sais, comme je fais toujours, au fond de papier. Et tout de suite, il n'y avait plus cette distance qui faisait... Peut-être qu'on serait tombé dans une espèce de roman historique, comme tu le disais tout à l'heure, de distanciation avec les personnages, alors que... je réutilise ce mot, excusez-moi, mais il y a une actualité absolument dingue, notamment sur la notion de la justice, qui est une justice naissante à cette époque, à l'époque où Laurine situe son roman. Et tout à coup, ce texte est devenu un texte d'aujourd'hui, dans son écriture, dans sa narration, dans ses personnages, dans son intégrité, en fait. Et bon, alors comme on avait fait déjà la chose pour une immense sensation de calme,
et qu'on savait que ça avait beaucoup contrarié Laurine à cette époque-là. On y est allé un peu sur le des pieds, mais voilà. Et surtout, ce qui était formidable, c'est qu'effectivement, après, les coups de fil qu'on pouvait avoir, par exemple, toutes les deux, étaient moins empreints de ce doute qu'elle avait sur ce texte, qui pour moi n'avait absolument pas lieu d'être, mais que j'essayais de rassurer. Hein, et tout à coup, tout ça s'est levé et a permis à Laurine d'avancer et de terminer son manuscrit plus légèrement. Mais c'est récent, hein, ce truc, cette réconciliation avec le texte, en janvier dernier. Quelle bêtise de ne pas avoir commencé au présent. Mais vraiment. Non, c'est pas une bêtise. Je pense qu'il y a une structure du conte qui est très présente dans ton univers littéraire, qui souvent se déroule plus au passé qu'au présent. Je ne dis pas tout le temps, mais souvent. Et je pense que tu as répondu à cette... C'est bon. Mais voilà. Mais on est toujours... vous voyez, on continue de Oui, c'est très bien s'entendre. C'est fructueux. Ça se fait dans un dialogue, en fait. C'est la parole qui mais ce qui est intéressant, c'est d'amener le texte vers son meilleur. Et toi, à quel moment Moi, j'imagine j'entends que c'est plus facile, là, maintenant, après un compagnonnage de 5 romans qu'au premier. Mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu ne transiges pas dans votre relation? Dis-le parce que je sais qu'elle sait. Non, pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, mais on a un truc où on voit pas la même chose. Sur les virgules, tu veux dire? Non. Sur les temps? Oui. Sur certains temps. C'est même pas les temps, c'est la concordance des temps. Surtout certaines concordances. Sur la valeur des temps. Le choix entre l'imparfait et le passé simple. Ah oui. Ça, mais c'est incroyable. Alors en plus, elle est prof de français. Moi, j'y connais rien aux structures. Alors à chaque fois, je dis, c'est quoi déjà cette figure de style? Donc c'est difficile parce que moi, c'est vraiment de l'intuition, de l'oreille, de l'instinct, de l'appropriation du texte. Mais alors, ça donne lieu à des formidables conversations. On adore. Mais oui. Et les virgules de temps en temps aussi. Mais les virgules, ça me chagrine moins. Oui, non, mais parfois on discute. Non, mais oui, on discute, mais ça me chagrine moins parce que la concordance des temps, je suis vraiment persuadée que j'ai raison. Mais tu as raison. Mais vraiment, non, mais parce que je ne comprends pas ce que tu entends des actions telles que tu me les proposes avec les temps que tu me proposes. Mais vraiment, c'est un truc, c'est une incompréhension totale. Alors que les virgules, c'est des choix plus... Je retire ma question. Non, c'est génial, au contraire. Je suis horriblement gêné. On vous laisse. Non, mais alors moi j'apprends beaucoup de choses parce que moi je suis allée à l'école, etc. Bien sûr, j'ai fait des études, bien sûr, mais je n'ai pas le savoir de Laurine et c'est très intéressant de toutes ces discussions. Alors que je formule moi de façon très intuitive et pas structurée comme elle peut le faire. Et moi j'adore ça. Moi aussi. Non, c'est vraiment les moments de... En fait, il y a un moment qui est comme Noël pour moi, et c'est plusieurs fois dans l'année, c'est quand j'ouvre un fichier où Marc ou Valérie sont intervenus et où ils me font des suggestions, ils me posent des questions, ils me tarabustent. Et je le déballe comme si c'était enrobé de bolduc, là, toutes ces petites annotations dans les marges. Je me dis, c'est des promesses de triturage du texte, à l'établi, où on va amener le texte à une version que toute seule, je n'aurais pas réussi à réaliser. Enfin, parce qu'il me pousse dans mes retranchements de manière farouche, mais nécessaire. Et vraiment, c'est pour ça que ce sont des éditeurs exceptionnels. C'est parce qu'ils amènent le texte dans une version que l'auteur n'aurait pas été capable tout seul d'écrire. Et moi, je vois bien que c'est des exhausteurs de texte. Comme il y a des bouillons cubes. C'est mes bouillons cubes. Je vais faire un t-shirt. Je suis un bouillon cube.
Je suis un bouillon cube. Ça me va. Hein. Ouais, c'est une forme de soin. C'est vraiment ça. Sur le registre de langue, comment tu l'as écrit? Est-ce que le fait que ça se passe au Moyen-Âge a induit une langue particulière? Est-ce que tu l'as travaillé comme ça ou tu as décidé de ne pas t'en préoccuper Je ne le travaille pas. Mhm. Ça arrive de manière assez musicale, assez picturale aussi. Dans la tête, j'ai des images et je me dis, bon, bah, quelles sont les règles du jeu là, qui sont à ma disposition pour venir donner à voir ce que moi j'ai dans la tête. Et avec cette matière aussi fantastique que sont les mots, la syntaxe et les figures de style. Et ça, ce sont des outils, mais dont j'ai pas forcément conscience quand j'écris. C'est plus, ouais, c'est assez musical et il faut que je sois satisfaite, moi, à la fin d'une phrase ou d'un passage ou d'une page, où je me dise, oui, là, ça peut durer des mois. Et où je me dis, ouais, là, c'est vraiment ce que j'avais dans la moelle de mon imaginaire. Et c'est une vraie volonté d'être de partager ça avec le lecteur. C'est peut-être l'endroit le plus juste de la rencontre avec les autres, l'écriture, pour moi. Jamais je n'ai l'impression d'être si bien comprise que quand je suis lue. Et c'est précieux. Donc c'est important d'être exigeant avec ça et avec moi-même aussi. Ça, je peux passer vraiment des mois et des mois à avoir en sous-tâche une figure de style, par exemple, qui ne me satisfait pas, où je sais que je tords quelque chose. C'est pas exact. Enfin, je fais dire quelque chose au langage que lui-même ne... Et y a pas, enfin, ce que j'essaye, c'est de raccourcir le plus la distance qu'il y a entre les mots et la sensation. Et quand je sens qu'il y a du langage qui fait un peu artificiel, ou qui fait coquet, ou qui fait travailler, qu'on voit les coutures. Tu parlais de couture tout à l'heure, mais c'est un mot que j'utilise beaucoup. Ben ça veut dire que ça va pas, il faut continuer à bosser, quoi. Oui, c'est quelque chose qu'on ressent parce que on sent que tu es... moi, en lisant ce texte, comme les autres, je me suis fait la réflexion qu'en fait, c'est comme si tu écrivais un premier roman toujours. Tu as toujours ce plaisir d'écrire, de trouver la justesse pour écrire. Et tu peux être très littéraire s'il le faut, tu maîtrises les figures de style, comme tu dis, mais tu les emploies pas pour la coquetterie. Et si tu dois dire Tillou, j'adore ce Tillou pour le petit duc, je me dis, bah, en fait, mais oui, c'est ça, en fait, c'était ça qu'il fallait écrire. Alors, c'est rigolo que tu dises ça, ça me fait vraiment plaisir que tu me dises ça, parce que parfois, il y a des petites choses comme ça qu'on n'a pas encore dans le texte. Et qui sont comme des petits éclats dont moi j'ai besoin. Des petites ritournelles ou des onomatopées. Souvent, c'est les onomatopées. Miam miam. Ouais. Oui, il y a miam miam, c'est vrai. Et tant que je les ai pas, j'ai l'impression que j'écris trop. Et ça, je sais pas, il n'y a pas de recette, parce que ça arrive. À un moment donné, je sais pas pourquoi, il y a le truc qui arrive. Je sais pourquoi, hein, c'est parce que j'ai laissé les choses mariner, fermenter, et que comme la pâte à pain, ça prend. Et que c'est du travail, en fait, en vérité. Et ce tiou, qui est le bruit du petit duc. Tillou. Et j'étais hyper heureuse quand il est arrivé dans le texte de manière très naturelle, sans que j'ai forcé. Et je me suis dit, mais oui, là c'est très juste, et ça dit quelque chose aussi. Ce tiou, pour moi, c'est en écho à Mew, le personnage de Mew, et c'est la musique de ce texte que je voulais pas dur, en fait, qui est traversé par une grande violence, mais qui est aussi dans un cocon de beaucoup de douceur. Il y a plein de personnages qui sont très lumineux, il y a beaucoup de tendresse aussi, envers et contre tout, coûte que coûte. Ouais. Et Tiou, ce petit duc qui accompagnait mes nuits, qui accompagne encore mes nuits dans la forêt, c'est la musique de ce texte. C'est rigolo, personne ne me l'avait fait. Oh, mais merci, ça me fait vachement plaisir. Ça ressort beaucoup, ces choses-là, parce que ouais, ça fait résonner le reste, quoi. Il y a comme quelque chose d'assez mystérieux
Ouais, c'est comme une incantation, quoi. Ouais, En t'écoutant, je cherche la ritournelle du sanctuaire. Et dans le sanctuaire, je termine Mm. par une ritournelle qui est un bruit d'oiseau. Et je n'arrive plus à retrouver. Tu l'as? Non, ça c'est lui. Ouais, c'est lui. Je viens de... Parce que je sais que ça m'avait fait la même chose. Tant que je l'avais pas, il y avait un truc qui me manquait. Et ça, c'est des choses qui me dépassent. Quand j'écris, ah oui, hippie pop pop. Oui. Et c'est un truc et souvent, c'est des choses aussi qui me permettent à moi de faire des mélanges, des frictions entre des textes qui paraissent très légendaires ou archaïques, et puis quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus parfois un peu pop ou punk ou juste un petit air comme ça, même presque un peu de variété, quoi. Enfin, et j'ai besoin de ça aussi pour me sentir légitime à écrire des histoires. J'ai pas envie d'avoir 150 ans, quoi. Enfin, d'être une vieille dame enfin, qui est pas ancrée dans le réel. C'est très important pour moi aussi qu'il y ait toujours une emprise sur le monde tel qu'il est et que ces histoires-là, elles entrent en écho avec notre société, ce qui nous taraude, ce qui nous importe, parce que voilà, Ouais. ce qui est à l'origine du texte. Je le laisser là. Et Valérie, toi, c'est quelque chose sur laquelle, cette chose de la langue, est-ce que c'est quelque chose sur laquelle tu interviens ou c'est chasse gardée de l'autrice? Non, on discute. Il y a des moments où on discute. Il faut savoir que nous, on est les premiers lecteurs, les éditeurs, on est les premiers lecteurs non acquis. Alors là, il se trouve que celui-ci, Laurine l'avait fait lire à personne auparavant, mais souvent un écrivain ou une écrivaine fait lire son manuscrit à son entourage, ce qui peut être très bien. Hein, mais nous, on est les premiers lecteurs qui accueillons de façon complètement pas neutre, parce que c'est pas vrai, mais ni détaché. Quel terme utiliser? Ça, il va falloir que je trouve quand même. Mais... Non acquis, c'est pas mal. Hein. Non acquis, oui, non acquis. Ouais. Ouais. Et on est la première figure du lecteur, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose est bancal narrativement ou stylistiquement, on se dit, tiens, si moi je tique, je ne serai sans doute pas la seule personne à tiquer. Et donc à partir de ce moment-là, s'engage une conversation, un dialogue avec Laurine. Et puis alors c'est marrant parce que dans la dernière étape, qui est l'étape des épreuves, qui, comme dit Laurine, porte bien leur nom. C'est toujours, il y a des dates, vous savez, l'imprimeur, l'office, enfin bon, voilà. Et on passe souvent pas mal de temps au téléphone une fois que les filles sont couchées pour affiner une ultime fois le texte. Et c'est drôle, comme je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, la solution n'avait pas forcément été trouvée encore. Il y avait un truc encore à dénouer, et c'est en discutant que la troisième voie s'est imposée. Et c'est la conversation, le dialogue, la recherche sans cesse d'amener le texte à sa quintessence avec l'accord de l'auteur. Parce qu'après, il y a des auteurs qui ne fonctionnent pas comme ça. Hein. Mais pas trop chez le sonneur. Ça, c'est quand même... alors, avec Laurine, c'est tout particulier, mais ouais, non, au sonneur, on a beaucoup de chance parce que on bénéficie d'une confiance et donc le dialogue s'instaure, alors de façon différente. Hein, mais avec Laurine, c'est tout particulièrement marqué parce que... et puis parfois, on passe 2, 3 heures, 4 heures au téléphone jusqu'à minuit, 1 heure, parce qu'on n'a plus que 2 jours avant d'envoyer le fichier chez l'imprimeur. Mais c'est génial parce que en fait, ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois, on se dit, mais là, il faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête parce que cette matière est vivante, en fait. Là, il est imprimé. Ok, il est imprimé, il est formidable. Je le dis, hein, parce que franchement, elle est vraiment top. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit, il faut qu'on arrête. Maintenant, c'est à l'imprimeur de travailler. Les représentants travaillent de leur côté pour aller convaincre les libraires. Ce sera bientôt aux libraires de travailler.
Et à vous d'accueillir le livre. Mais il y a un moment où on se dit il faut qu'on arrête, parce que sinon on pourrait continuer. Ouais. Et l'objet fige un moment de création. Et merci l'imprimeur de nous imposer ça d'une certaine façon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon on serait toujours sur une immense sensation de calme, vous voyez ce que je veux dire? Non, je plaisante, mais, Oui, je vois. mais heureusement qu'on a ce calendrier aussi. Je pense. Oh, moi, j'en suis certaine. J'en suis certaine, j'ai l'impression que depuis que... Avant, j'écrivais sans éditeur, donc j'écrivais à un rythme tout à fait organique qui consistait à écrire quand j'avais envie. Et je mettais très 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 longtemps à écrire mes romans. Et force m'est de constater qu'avec des échéances, c'est pas mal aussi, parce que ça apporte autre chose, ça apporte une urgence qui parfois est bonne pour l'écriture, parce que ça... C'est exactement comme les contraintes dans un... Ouais, mais c'est au-delà de la contrainte comme celle de l'Oulipo, ça questionne la nécessité et de l'essentiel. Ça permet de faire le tri beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus acéré. Et ça amène aussi au moment des épreuves des incongruités. Parfois, Valérie va en dire quelques mots peut-être, mais elle est assez attachée à des questions de typographie. J'aime bien comment tu dis ça. Je suis obsessionnelle, elle peut le dire. Je suis chiante. Non, parce que justement, moi je trouve que depuis que tu as attiré mon attention sur ça, par exemple, je te laisse expliquer parce que toi tu as les mots techniques et je ne suis pas du tout... Il y a deux choses. Moi j'aime beaucoup l'histoire de l'imprimerie, de l'édition, de la typographie. J'ai une grande bibliothèque là-dessus, je trouve que c'est absolument magnifique. Les règles principales de mise en page ont été d'ailleurs édictées au Moyen-Âge. Alors elles ont évolué bien sûr, mais la structure principale a été édictée au Moyen-Âge. Et il y a deux choses auxquelles je suis tout particulièrement attachée, c'est qu'il n'y ait pas dans un livre, je peux t'emprunter, ni de veuve ni d'orpheline. Et les veuves et les orphelines, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est la veuve consisterait à ce que ce paragraphe-là, commence en dernière ligne, c'est-à-dire qu'on ait une ligne de chapitre. De paragraphe, excusez-moi, et que le paragraphe se poursuive ici. Inversement, une orpheline consisterait, je vais vous prendre un truc où il n'y a pas d'ortie, à ce que cette ligne-là, qui est la dernière du paragraphe, se situe en haute page. Donc, c'est une règle qui a été édictée, par exemple, au Moyen-Âge. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le gris en typographie. C'est-à-dire que quand vous regardez une page et que vous plissez les yeux, que vous ayez sur le bloc de texte un gris à peu près uniforme, qui n'est pas sur une ligne 1 cm d'écart entre les mots et sur la ligne suivante 2 mm. Et donc l'unification du gris sur laquelle on joue grâce aux césures, sauf que les césures, on ne peut pas avoir plus de 3 césures d'affilée selon les règles typographiques. Donc vous voyez, c'est tout un jeu aussi de mise en page que nous, on travaille énormément parce que, voilà, pour les raisons que je vous ai expliquées, et que je trouve que c'est une élégance que l'on doit au lecteur, d'aller jusqu'au bout et d'avoir quelque chose qui soit homogène, lisible. Et quand, évidemment, ça nécessite quelques petites acrobaties avec l'auteur. Et Laurine s'y plie très volontiers. Ce qu'il faut que tu expliques peut-être, c'est que quand on travaille sur les épreuves, le texte a été mis en page. Et donc, il est calibré avec... Il n'y a pas de veuve, il n'y a pas d'orpheline, enfin, tout va bien, quoi. En tout cas, Valérie est contente et ce qui veut dire que moi, quand je relis les épreuves, c'est le moment où on peut faire les ultimes modifications. Et moi, si je vois des choses qui ne me conviennent pas ou que j'aurais envie de changer, on en parle. Et il faut qu'on trouve des solutions qui ne bougent pas, qui ne fassent pas complètement, qui décalent pas tout, quoi. Enfin, et donc, ça nous amène à réfléchir, et là, c'est vraiment proche de l'Oulipo,
à des solutions qui ne sont pas celles auxquelles on aurait pensé en premier lieu. Et ça amène l'incongruité. Et l'incongruité qui, comme tout, parfois amène quelque chose qui fait sens, enfin, qui est une étrangeté, qui donne du relief au texte. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'on se dit, hop, le texte, il fait ça, comme la mayonnaise. Quand on la bat, on l'a battu, on l'a battu. Là, il y a ce moment-là, et vraiment, cette exigence-là typographique, elle amène aussi quelque chose à l'écriture. Et c'est assez fou que cette économie, en fait, assez vertueuse du texte qui par sa forme voilà, c'est imposée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, nous, à laquelle on fait très attention au sonore, pour les raisons que je vous évoquais, c'est-à-dire que je trouve que c'est ce que l'on doit au lecteur, c'est la lisibilité, c'est une façon de mettre, de porter le texte aussi. C'est un hommage au texte, une mise en page constituée avec le respect de certaines choses qui le rendent plus lisible. Et quand on peut partager ça avec l'auteur ou l'autrice du texte qu'on va publier, c'est formidable, parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvé à 1h du matin à se dire mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il n'y aura plus de veuves et c'est encore mieux que ce qu'on avait avant en fait. Et ça c'est incroyable. Ouais. Je conclue. Merci pour votre travail. On pourra continuer jusqu'à minuit, Valérie, mais je pense que il y a peut-être des questions qui ont émergé pendant cet entretien. Ça peut être le moment. Ça peut être aussi le moment en buvant un verre ensemble, mais si vous avez des questions, c'est tout à fait. Si je peux juste rajouter une chose, mais bien sûr. C'est vous remercier, la Carline, parce que la Carline nous suit depuis le début. On a 20 ans cette année. C'est remercier les éditeurs, les libraires indépendants. C'est vous dire combien c'est important pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos futurs petits-enfants, de préserver ces lieux-là, et de remercier nos représentants qui sont les liens entre nous, parce que nous sommes tous dans une période très agitée, d'hyperconcentration dans l'édition et dans les médias en général. Attention, c'est ici, dans ces lieux-là, que l'avenir se construit, et vraiment merci pour cette soirée. Et ces écritures particulières, pour qu'elles adviennent et arrivent jusqu'à nous, lecteurs, demandent un soin qui ne peut se faire que dans une structure comme le sonneur de l'édition indépendante. Et on est dans cet écosystème-là, nous, librairie indépendante, édition indépendante, lecteurs curieux, exigeants et auteurs originaux, indépendants. Et c'est un écosystème qui est, en effet, qui n'est pas à l'abri du monde, qui est un refuge, mais bon, à protéger. La forêt de bénévoles, Voilà, les bois de bénévoles. Merci. Merci. Bon, ben on boit un coup alors. Et ceux qui veulent bien sûr se procurer des livres de Laurine Roux ou des éditions du Sonneur, dont on a fait rentrer quelques titres qu'on a jugés importants en concertation. Je vous laisse jeter un œil aux 12 cadres qui nous donnent à voir le travail des couvertures de certains titres. Voilà. Donc, comment faut le prendre là? Ouais, prends-le là. Un stylo, ouais. Je sais pas, ils sont dans mon sac. Bah oui, mais c'est tellement bien de...